L'oublieuse de Christophe Menet. Première partie. Chapitre 1. La fin de l'insouciance. Il se défend comme une couille molle de Trionnet. Vous allez voir qu'elle va lui rogner la main avec. S'époumonnait une matrone, aussi rouge d'hilarité que de cervelle. S'il vous plaît, suppliait en boucle le propriétaire de la taverne. Dame Lingrid, s'il vous plaît, me l'étouffez pas dans l'établissement. Foutu belle mort, lui fit observer d'une voix pâteuse un poivreau que Lingrid devina occupé à se rincer l'œil. Débraillée au-delà de toute bienséance, à genoux sur le plancher, elle emprisonnait la tête de sa victime dans l'étau de ses cuisses, lui tordant le bras afin qu'il lâchât un pilon de poulet. Lorsque celui-ci finit par tomber, elle le ramassa, l'épousseta vaguement et mordit à pleines dents. Alors seulement elle desserra l'étreinte et laissa respirer son captif. « Les dieux de four !» jura ce dernier une fois hors de portée et dès que son souffle le lui permit. « Comme s'il n'y avait pas assez de bouffe pour tout le monde !» On ne mourait effectivement pas de faim dans la verte langue, encore moins la fille aînée de l'Hermande de Castelpriani, ducasse de la province. Mais tout a tellement meilleur goût, après une bonne empoignade pour l'obtenir. Je l'avais vue la première, se justifia Lingrid, en regagnant une table débordante de victuailles, où gisaient encore plusieurs carcasses de volailles rôties, parmi les bols de purée de tubercules et les légumes luisants de beurre. En guise d'issue, la fille du patron avait déjà servi des rondes panées au miel et revenait avec une planche au relent prometteur, chargée d'un assortiment de fromages de tous âges, depuis le tendre primeur blanc comme neige, jusqu'au plus agressif des pavés, sec à faire saigner les gencives. « Enfin !» s'écria Falban, le plus vieil ami de Lingrid. « T'es allé les chercher où, tes puants, petite ? À l'Austral ?» Afin que tout glissât sans encombre, vin d'Ouest et cervelle aux châtaignes coulaient en abondance, aussi généreusement que tombaient xaliques d'or et d'argent dans les caisses de l'établissement. Un peu de chahut et de vaisselle cassée n'était pas cher payé pour accueillir cette très rentable bande de gloutons qu'entretenait Lingrid, aux frais du seigneur son père, pour le plus grand bonheur des meilleures tables de la région. Croyant qu'on lorgnait à nouveau son juteux trophée, elle s'enthousiasmait déjà à la perspective d'une nouvelle joute quand elle réalisa que ce n'était pas le poulet qui immobilisait le regard de son vis-à-vis. Délacée au cours de la bagarre, sa chemise laissait généreusement entrevoir une vallée au creux de laquelle s'abîmait béatement le tout jeune Vincent. « Je te rends ton œil ou je le garde chaud ?» le taquina Lingrid dans ce relaçon. À l'autre bout de la table, deux accortes jeunes femmes, qui n'avaient de serveuse que le titre, serraient de très près Falban, l'aîné du gamin. « Tu présumes encore une fois de tes forces ?» l'interpella Lingrid. « Laisse-en donc un peu pour ton petit frère. Je crois qu'il est temps pour lui de sauter le pas. »« Tu veux pas t'en charger ?» osa l'insolent. « Je ne peux pas déniaiser toute la famille, » feignit de s'indigner Lingrid. « J'ai un rang à tenir quand même. » Un collectif et tonitruant éclat de rire fit vibrer l'air épais de la salle à manger, tandis que s'empourprait le pauvre Vincent. Bien qu'il traînât avec la bande depuis plus d'une saison déjà, il ne parvenait toujours pas à se décontracter. Il vous voyait Lingrid et lui donnait sans cesse du dame, voire du doukian. Quand bien même, chacun savait que ce titre revenait à dame Éinise, sa mère, et échoirait un jour à Persine, transparente épouse du non moins terne Turang, l'aîné des petits frères de Lingrid. Elle s'amusait encore de la gêne du gamin quand des cris au dehors détournèrent son attention. Un seul événement était en mesure d'animer plus que d'ordinaire les rues toujours grouillantes d'activité de Chêneport, le retour des Larus. Elle planta là ses convives et le pilon de poulet toujours à la main se rua hors de l'établissement. La foule massée sur les quais masquait la vue, mais Lingrid connaissait un poste d'observation qu'elle seule pouvait se permettre d'escalader sans que personne n'y vît un manque de respect. Avant d'entamer l'ascension, dans un élan de générosité,
elle céda son poulet au chien des rues jaunâtre déjà occupé à le lécher discrètement. « Salut grand-père » claironna-t-elle en se hissant sur l'épaule de l'imposante statue de pierre, occultant par souci de simplicité les trop nombreuses générations la séparant de ce lointain ancêtre qui, jadis, avait pris en main et baptisé du nom de Chêneport ce qui n'était encore qu'un modeste agglomérat de cabanes peuplées de pêcheurs, de trappeurs et de tanneurs de peau. Les Larus en approche tombaient déjà leurs voiles carrés ornés du chêne vert, blason familial des Castelpriani, mais auquel s'identifiaient volontiers tous les habitants de la Verte-Langue. 6 navires étaient partis au tout dernier jour de l'hiver, mais seulement 5 faisaient leur retour dans la crique. Ils étaient encore trop loin pour qu'on distinguât les noms peints sur leur coque, et il fallut à l'Ingrid attendre un interminable moment dans l'angoisse. Quoique saignant pour les enfants et les femmes que la mère privée de père, de maris ou d'amants, son cœur n'en adopta pas moins le doux rythme du soulagement à la vue du vendangeur rentrant à bon port. Le tonnelier, à la cale spécialement aménagée pour accueillir foudres, tonneaux et amphores, ne lui ramenait pas que du vin de Pissem ou d'autres liqueurs exotiques. Il avait à son bord un autre type de cargaison, tout aussi précieuse et enivrante. Il ne fallut pas longtemps au sous-capitaine Beniam pour avoir l'idée de jeter un regard en direction de la statue. Et l'Ingrid devina, plus qu'elle ne le perçut réellement, le petit clin d'œil qu'il lui adressa. Le déchargement des bateaux et les formalités portuaires prendraient le reste de l'après-midi, bien plus longtemps qu'il n'en fallait pour réserver une jolie chambre et surtout faire un brin de toilette. C'est bien connu, après des jours de promiscuité malodorante, le marin apprécie les femmes savonnées de frais. Bien décidé à combler l'intégralité des sens de son ami durant une longue nuit qui s'annonçait tout sauf reposante, l'Ingrid fit un détour par le marché. Elle y dégota le plus sec des saucissons de cochon noir des bois, 1 litre de vin mielé et une coûteuse semi-jarre d'eau de grain, forte à vous faire tomber les dents, mais dont raffolait son invité. Idéalement située à l'écart du port, un peu en retrait de la route reliant ce dernier à la forteresse de Castelpriani, l'auberge des Clarines revêtait tous les aspects d'une auberge ordinaire, même si l'on y devinait surtout des pensionnaires qui n'auraient précisément pas dû s'y trouver. La présence d'un troupeau de vaches pâturant tout autour de la bâtisse n'était d'ailleurs pas étrangère à cette spécialisation. S'en approchait-on, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, que les bestiaux s'affolaient et faisaient tinter les cloches de bronze pendues à leur cou, offrant le temps, à qui en ressentait l'urgence, de disparaître derrière une tenture ou via une porte dérobée. Ariadne, solide maîtresse des lieux, aussi prévenante envers ses habitués que rude avec son docile époux, ordonna à ce dernier de préparer un baquet d'eau fumante dans lequel ne tarda pas à s'assoupir l'Ingrid, après avoir fait un sort au vin mielé pour tromper l'impatience. Le bain était plus que tiède quand Beniam l'en sortit pour la déposer sur le lit, dégoulinante et tremblant autant de désir que de froid. Elle l'accueillit en elle sans attendre, 50 jours d'éloignement, leur ayant à tous deux tenu lieu de préliminaire. Il est des hommes qui commandent les faveurs des femmes avec des bijoux, des promesses ou des bouquets de fleurs. Mais les perles de scorie des prétendants les plus modestes, pas plus que l'or, les pierres ou les promesses des plus fortunés, n'avaient d'effet sur le désir de l'Ingrid. Quant aux fleurs, elle les préférait dans les prés. Si elle ne dédaignait pas s'y vautrer en bonne compagnie, elle ne voyait en revanche aucun intérêt à les arracher à leur milieu naturel pour les regarder s'étioler entre 4 murs. Beniam, lui, était un homme selon son cœur. C'était à l'aide d'un adorable tonnelet, sélectionné à son intention dans les grottes à vin de Pissem, qu'il entendait la courtiser et l'enivrer, pour jouir d'elle encore et encore, de toutes les façons envisageables, et ce, jusqu'à l'épuisement mutuel. Après un assaut digne des poèmes épiques hérités de l'Antique, alors que l'Ingrid redescendait doucement du petit nuage de plaisir sur lequel l'avait aidé à se hisser son ami, celui-ci attrapa la semi-jarre
et se mit à siroter l'eau de grain, tout en énumérant les étapes de son périple. Saône tout d'abord, la cité des paludiers, chez qui on avait fait le plein de sel à l'aller pour le troquer tout au long du voyage. Puis Éfuge, et son fleuve qui se divisait en des dizaines de bras pour rejoindre la mer, irriguant au passage les cultures maraîchères. « Tout le monde est voûté là-bas », expliqua Beniam. « Même les jeunes. C'est à force de repiquer et de cueillir. Des vrais crevards, crois-moi. Même les plus besogneux d'ici passeraient pour des bons à rien à l'ouest. Et ça ne parle que boulot, même au repos. » Si les infatigables cultivateurs du delta se montraient en effet intarissables au sujet de leurs sacro-saints fruits et légumes, ils gardaient en revanche jalousement le secret quant à cette technique qui leur permettait de conserver une partie des récoltes dans de petites timbales d'acier cachetées de cire. Une marchandise qu'ils négociaient à prix d'or, mais qui vous permettait de varier les menus jusqu'au cœur de l'hiver. Toute une cargaison de ces petits pots dits magiques reposait désormais par le fond, au large de l'arrivée la cité-mère, où il avait été question de les revendre avec un joli bénéfice. Beniam but une longue gorgée à la mémoire des camarades disparus dans le naufrage du marchandeur, puis passa la jarre à l'Ingrid, afin qu'elle sacrifiât elle aussi à l'hommage. Le breuvage brûlait tout sur son passage, rien à voir avec le délicieux goût de Malte qu'il donnait au baiser de son ami. Des tempêtes et des marées pareilles, au milieu du printemps, c'est pas normal, marmonna Beniam. Même le capitaine Hortensio ne se souvient pas avoir déjà vu ça. Vous n'étiez pas censé revenir aussitôt, se souvint l'Ingrid. C'est vrai. Passé la pointe ouest, on aurait dû contourner la presqu'île aux phoques et rendre une petite visite aux chasseurs des mers glacées. Depuis le temps que j'en rêvais de voir la baie des Sept, on y aurait changé le reste du sel contre un peu de viande de baleine et aussi quelques barriques de cette huile qu'ils tirent de leurs poiscailles géants. Mais dans le port de Pissem, une fois embarqué la vinasse, on nous a raconté de drôles d'histoires. Les marins avinés racontent toujours des histoires à dormir debout, soupira l'Ingrid, que tant d'ivrognes de passage avaient assommé d'affabulations toutes plus délirantes les unes que les autres, au sujet d'îles tantôt givrées, tantôt fumantes, d'hommes verts devenant bleus à mesure que s'embourbait le récit, d'obèses sirènes lascives et de calmars gros comme des montagnes. Ceux qui reviennent, lui concéda gravement Beniam. Mais on dit qu'au moins 10 bateaux ne sont jamais rentrés des mers glacées. L'Ingrid siffla et fit mine de s'étonner. 10 ? Rien que ça ? 10 ? Dans une histoire de soulard, ça doit bien faire 5 ou 6 en vrai, estima Beniam. C'est déjà pas mal. On parle d'un mage noir, continua-t-il à mi-voix, qui aurait fait main basse sur toute la baie. Paraîtrait qu'il la surveille au dos d'un lézard ailé, même que depuis Pissem, certains l'ont vu voler au-dessus des montagnes. Et allez, souffla l'Ingrid tout en caressant nonchalamment le ventre musculeux du conteur. Des dragons maintenant. Qu'est-ce que tu me parles de dragons ? Un lézard ailé qu'on m'a dit. En parlant de lézard, ricana la moqueuse en tapotant le sexe flasque de son amant. De quelques baisers bien sentis, elle rendit aux membres sa vigueur perdue, et les dragons, baleines ou noyés, furent vite oubliés. Puis elle se donna longuement du plaisir en chevauchant Beniam, qui l'observait en souriant, les mains tranquillement calées derrière la tête. « À mon prochain retour, je t'épouse », lâcha-t-il en même temps qu'un reliquat de semences prudemment expulsé à l'air libre. L'Ingrid s'exclaffa avant de réaliser qu'il ne plaisantait pas. « Quoi ?» se vexa-t-il. « Je ne suis pas assez bien pour la jeune dame de Castelpriani, c'est ça ? Ta mère est bien la fille d'un forestier. Elle n'a pas empêché ton père de la marier. Un capitaine de sa marine marchande, c'est pas si mal comme gendre. »« Sous, capitaine !» corrigea l'Ingrid en se laissant glisser sur la couche. « Pour le moment », lui concéda Beniam. Il y aurait eu tant de jolies choses à se dire après un si délicieux moment. Ou moins jolies d'ailleurs. Par exemple, lui avouer comme il pensait vivement à elle le soir, bercé par la houle et son poignet dans le secret de sa couche de toile suspendue. Ou lui parler de cette fameuse venelle des caresseuses dans le port de l'arrivée, qu'évoquaient rêveurs tous les marins, mais où il jurait ses grands dieux n'avoir jamais mis un pied.
Tout aurait mieux valu que ces pénibles histoires de mariage. Pourquoi avait-il fallu que cet idiot gâchât tout? Les 6 frères cadets de l'Ingrid avaient déjà contracté toutes les unions à même de consolider le rang de la famille Castelpriani. C'était la seule raison pour laquelle ses parents lui lâchaient la bride, la seule raison pour laquelle on ne lui collait plus de prétendants entre les pattes. On l'a laissé vivre à sa guise, en garçon, à traîner bois et tavernes pour chasser et festoyer. Et voilà que ce couillon se proposait de lui construire une petite cage où végéter, tandis que lui continuerait de courir les mers. « Je suis certaine que tu peux trouver bien mieux à faire avec ta langue », le provoqua-t-elle en lui fermant la bouche d'un doigt si appuyé qu'il lui pâlit les lèvres. Piqué dans son orgueil, le marin allait relever le défi quand des meuglements retentirent au dehors, soutenus par le tintement des clarines, puis le bruit de sabots piétinant le petit parvis de l'auberge. Dans la chambre voisine, on devinait un branle-bas de combat et des portes claquèrent un peu partout dans l'établissement. Une main gratta alors à celle de l'alcôve réservée par l'Ingrid. « Dame !» appela Ariadne de sa voix feutrée. « Quelqu'un de vos amis vous demande. » Le visiteur impatient investit la chambre sans même attendre d'y être invité. « Falban ?» s'étonna l'Ingrid. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il semblait trop préoccupé pour se soucier de la nudité des 2 amants, mais il en allait tout autrement pour Vincent, son jeune frère entré à sa suite. Confus, le garçon ne savait où poser le regard. « Les hommes de ton père te cherchent partout. On t'a pris un cheval. Tu dois foncer au château. » Assez d'un Falban beaucoup trop sobrement. L'Ingrid le connaissait depuis l'enfance, depuis que son père avait pris le sien à son service comme maître d'écurie. Aussi bon vivant qu'elle-même, il arborait toujours, au minimum, l'ébauche d'un sourire. Mais sa mine en cette heure était si grave qu'elle n'osa pas le questionner tandis qu'elle s'habillait à la hâte et abandonnait son marin. Le galop, auquel ils astreignirent par la suite leur monture sur la route qui sillonnait la forêt, ne fut pas de nature à apaiser ses craintes. Après les planches du pont-levis de la forteresse, les sabots martelèrent les pavés de Castelpriani, se joignant aux coups de maillet qui troublaient déjà le sommeil de la cité. Le sang de l'Ingrid se glaça quand leur trio contourna la place sacrée, inhabituellement éclairée de toutes ses torches. Des charpentiers achevaient d'y dresser la structure d'une tonnelle, et une dizaine d'hommes déployaient déjà la grande toile de lin qui la draperait bientôt. D'instinct et malgré l'obscurité, elle la devina du traditionnel jaune paille, symbole consensuel du deuil, selon la plupart des cultes encore vaguement pratiqués dans la région. Dans la cour du château, elle aussi éclairée de toutes ses torches, les capes vertes de la garde ducale allaient et venaient dans une ambiance de panique générale. Alors que Vincent se proposait d'aider l'Ingrid à descendre de cheval, ainsi qu'il essayait de le faire pour une vraie dame, elle l'ignora en bondissant par-dessus lui et se précipita vers la plus petite des 3 tours, dont la grande halle d'honneur occupait tout le premier niveau. Les 2 hommes en faction devant la porte principale la regardèrent tristement, et le silence l'assaillit dès qu'elle eut poussé l'un des lourds battants. Les pas de quelques serviteurs frôlaient à peine le dallage, et seuls résonnaient sous le haut plafond les pleurs d'une femme. L'Ingrid connaissait la force de caractère de sa mère. Une mort naturelle n'aurait pas plongé Dame et Inise dans un tel désarroi. Tant que la vie suit paisiblement son cours, on se figure aimer tous ses proches de la même manière. Seule la perte définitive est à même de trahir l'indicible vérité. De toutes les personnes que chérissait l'Ingrid, l'une de celles étendue sur la vaste table autour de laquelle s'étaient tenus tant d'heureux événements, était précisément l'être dont la mort pouvait lui causer la plus violente déchirure. Elle poussa un hurlement de bête blessée à la vue d'Aréos, le plus jeune de ses frères, dont une immonde balafre fendait l'adorable visage en une terrifiante diagonale. Une blessure au ventre, moins spectaculaire mais plus décisive, avait laissé s'échapper tant de sang que ses précieux vêtements en étaient rigides et noirs. Un coup similaire avait eu raison de Marna de Corrières, son épouse, tout aussi jeune et délicate que lui. La porte dissimulée derrière la cathèdre seigneuriale grinça, et la vénérable Gorka,
perdu dans les replis de sa lourde robe de bure, entra au bras du père de l'Ingrid. « Voilà pourtant 10 ans que je mets en garde le Sénat !» fulminait le Doukas, poursuivant une conversation entamée dans la galerie privée. « Ils ne pourront plus ignorer la menace désormais, » soupira la scribe. Des larmes perlaient au coin de ses yeux quand, d'une main tavelée, elle caressa tendrement la chevelure ensanglantée d'Aréos, mais elles disparurent dans les reliefs de ses cernes avant même de pouvoir couler sur ses joues. L'ermante de Castelpriani vint se poster derrière Daméinise et, les mains tendrement posées sur les épaules accablées de son épouse, plongea le regard dans celui de sa fille. L'Ingrid y lut qu'il attendait d'elle quelque chose. En cette heure, elle était prête à tout. Au nom de son petit frère, elle chevaucherait coude à coude avec sa famille pour obtenir vengeance. Qui que fût l'ennemi, quel que fût son nombre.